Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Arnaud Rioux, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation en 2018. Que souhaitons-nous vraiment pour nos enfants ? Les élever du mieux que l'on peut dans notre société. Oui, mais comment ? De la bienveillance, à leur égard et envers nous-mêmes, indispensable à leur construction, à notre relation parent-enfant. Pas de recette prête à l'emploi dans cette conférence, mais des exemples variés et concrets du quotidien, des questions-réponses qui aideront le parent à prendre conscience qu'il peut trouver en lui et avec son enfant les solutions à différents conflits. Je vous souhaite une belle écoute. C'est pas pour moi la position la plus confortable parce que j'aime la position du cercle, j'aime la position où on peut se retrouver d'égal à égal. Et si j'ai accepté de monter sur ces 3 marches de scène et de prendre un micro, c'est juste par considération pratique pour être un petit peu mieux vu et un petit peu mieux entendu. Mais il y a une précaution que j'ai envie de poser tout de suite parce que dès que quelqu'un prend un micro, dès que quelqu'un monte sur scène ou dès que quelqu'un écrit un livre ou crée une méthode, c'est qu'on attend de lui qu'il nous enseigne et qu'il soit le sachant. Et de mon côté, je me considère plus comme un chercheur. J'ai avec moi toujours cette phrase d'André Gide qui dit « Suivez ceux qui cherchent la vérité, fuyez ceux qui la trouvent ». Parce qu'à partir du moment où une vérité est définitive, elle est morte. Et je crois que là, il est question de parler des enfants, et les enfants sont avant tout vivants. Et je crois que j'aime cette définition de l'artiste qui dit un artiste, c'est un enfant qui a survécu. Et j'ai envie de dire un éducateur ou un professionnel de la relation parent-enfant, ça pourrait être aussi un enfant qui a survécu. Alors, une précaution à vous dire aussi avant de commencer cette conférence, c'est que j'ai fait un vœu il y a 25 ans, puisque ça fait à peu près 25 ans que j'anime des conférences, c'est de ne jamais préparer mes conférences. Je vous le livre tel quel. J'ai fait ce vœu pour une raison précise, c'est que pour être fidèle justement à Gide, en me disant si j'arrive sur la scène en disant ça y est, je sais, je vais leur parler grand 1, grand 2, grand 3 et je vais les impressionner par tout ce que j'ai bien élaboré, je vais perdre ce côté vivant, donc vulnérable, donc fragile, donc ouvert dans son cœur. Et j'ai toujours cette phrase de Catherine de Sienne, dernière parole de Catherine de Sienne sur son lit de mort, qui a consacré sa vie à enseigner. Comment parler aux hommes, comment trouver les mots qui vont au-delà des mots. Et quand j'aborde une conférence, je ne me demande jamais qu'est-ce que je vais dire, parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'où ça vient et où ça va. De quelle partie de moi pour toucher quelle partie de vous. J'ai surtout pas envie de remplir les têtes, parce que souvent les têtes, elles sont bien remplies. Surtout, j'imagine que vous avez eu 2 jours bien complets, il y a eu beaucoup de conférenciers. Je voudrais savoir, pour avoir une idée, qui est ici spécialiste ou professionnel de la relation parent-enfant, éducateur, enseignant? Ok, waouh. Ok, voilà. Qui est parent? Ok, on peut cumuler les deux. Qui a été enfant? Ok. J'aimerais m'adresser aux 3 ce soir. Ça vous va? Alors, comme je vous dis, j'aborde la conférence toujours en me disant, je vais partir en me laissant toucher par ce qui se passe dans l'instant. Et donc, en montant ici, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli pas venir. Il faut que je vous dise ça, je ne l'ai pas dit à Julien encore.
J'étais à Montréal avant-hier, je suis encore en jet lag. J'étais à Montréal et j'ai fait une escale à Nîmes hier soir, puisque je donnais une conférence hier soir pour les chefs d'entreprise. Et donc j'ai donné une conférence hier soir, et puis en sortant de la conférence, j'ai un message d'un agent immobilier, parce que je mets ma maison en vente. Et je fais des parenthèses, mais on va y revenir. Je mets ma maison en vente, et puis j'ai une deuxième visite, quelqu'un qui a visité la maison et qui revient pour visiter, pour confirmer. Et puis l'agent immobilier m'appelle en me disant, écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas chez vous. Je dis, je suis à Montréal. Il me dit, non, parce qu'il y a un tuyau qui a explosé, parce qu'il faisait froid aussi du côté de la région parisienne. On est descendu à 0 degré, et comme la salle de bain n'était pas chauffée, du coup, ça a explosé un tuyau. Et le tuyau, il a, vous imaginez, un jet à fond la caisse pendant 5 jours. Voilà, merci de votre soutien. Donc du coup, j'étais avec cet agent immobilier au téléphone en sortant de conférence. J'étais vraiment en sortant de conférence. Il me dit, écoute, on a fait la visite cet après-midi avec 2 personnes qui revenaient pour confirmer parce que ça leur avait beaucoup plu ta maison. Mais là, ça leur plaît beaucoup moins. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ta maison, du coup, ça a giclé l'eau pendant 5 jours. Et du coup, ça a inondé complètement la salle de bain. Et puis, comme il y avait à peu près 60 cm d'eau dans la salle de bain, ça a complètement inondé le plafond. Et comme ça a inondé le plafond, ça a effondré le plafond qui a inondé le rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi qui étais là en sortant de la conférence, je dis ok, bon, on commence déjà par fermer le robinet, couper l'arrivée d'eau, 2, ouvrir les portes pour que ça aère, 3, on va laisser sécher, 4, prévenir l'assurance, et puis 5, on va attendre que ça passe, et 6, je fais venir un expert. Et donc je passe un certain nombre de coups de téléphone à l'expert, l'assurance, le plombier qui viennent en urgence, quelqu'un qui, etc. Tout ça à distance. Quand je vous dis que je me suis posé la question si j'allais venir ici, mais je n'ai jamais raté une conférence. Donc il n'y avait pas la question, mais en même temps, je me suis quand même demandé, voilà, vous comprenez. Et j'ai été assez rationnel dans tout ça, si vous voulez. Donc j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre dans ces moments d'urgence. Et ça, c'était hier soir. Ce matin, il a fallu continuer pour que quelqu'un vienne éponger, pour que quelqu'un vienne faire les travaux, quelqu'un vienne prendre des photos. Enfin, toute une histoire, je ne vous raconte pas. Enfin, si, je vous raconte. Et puis cet après-midi, voilà pas que je suis pris d'une tristesse, mais d'un chagrin. Et j'ai des larmes qui viennent. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je pleure comme ça ? Pourquoi je suis si affecté ? Et j'ai la conférence ce soir, donc je fais en sorte de bien me centrer, parce qu'il y a des choses à transmettre. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ces émotions ? Et je suis le premier laboratoire de moi-même. Quand on enseigne, on fait en sorte, pour être congruent, de s'observer. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, dit Socrate. Donc je commence par regarder ce qui se passe en moi. Et puis je me dis, tiens, c'est drôle en fait. J'ai fait les choses à l'envers, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a eu une inondation chez moi. Premier réflexe que j'ai eu, c'est quoi ? C'est se dire, ok, donc on analyse, on observe, on réagit, action-réaction. C'est une réaction très adulte, ça. C'est pas une réaction d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vois, on me donne les informations, donc j'agis. L'enfant, comment il fonctionne ? Il fonctionne en se disant, je vois ça, j'observe, j'analyse, et donc je réagis tout de suite. Et comme je réagis tout de suite, je pleure, je crie, je me roule par terre, je suis prêt à taper du poing si on veut me forcer à faire quelque chose. Si je suis triste, on peut me rassurer. Et rien ne peut rassurer au moment où un enfant est dans l'expression de son émotion, rien ne peut l'apaiser que l'écoute. Il a besoin d'exprimer, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous, et donc va créer les malaises qu'on connaît, ou dans la relation, ou dans des pathologies, ou dans des frustrations, etc. Donc l'enfant, lui, il fonctionne comment ? 1, il analyse. 2, tout de suite, il réagit, il se roule par terre, à l'écoute de ses besoins. 3, il écoute ses besoins, justement, après avoir dit « t'es moche, tu sens mauvais, je veux pas », il va se concentrer sur « qu'est-ce que je veux ». C'est l'étape suivante. Qu'est-ce que je veux ? C'est qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'écoute. Il va identifier ses besoins, et une fois qu'il a identifié ses besoins, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut passer à l'action. Et je crois que le rôle
de l'accompagnant, je mets tout le monde dans l'accompagnant, que ce soit les parents, les éducateurs, de tout le monde, c'est d'accompagner l'enfant à être pleinement qui il est. Un jour, on m'a demandé quelle était ma plus belle définition de l'amour. J'ai répondu, aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Je n'ai pas trouvé de plus belle définition. Permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Je pourrais prendre cette définition au nom de l'éducation. Éduquer, hein, c'est permettre à l'enfant d'être pleinement qui il est, accompagné, parce que nous avons tout en nous. Hein. Alors là aussi, j'ai juste fait une petite chose tout à l'heure avant de venir. Je me suis dit, tiens, éduquer, qu'est-ce que ça veut dire en étymologie, hein? Dans l'étymologie, hein, et ça vient effectivement de conduire hors. Alors conduire hors, ça peut s'interpréter de plein de façons différentes. Hein, ça peut se conduire sur permettre à la lumière de sortir. Ça peut être aussi conduire l'enfant à l'extérieur de ce qu'il est. Il y a beaucoup de définitions. Donc je me gardais, pour moi en tout cas, le rôle de l'accompagnant, ça va être d'accompagner l'enfant à se révéler dans ce qu'il est. Et si c'est un métier, que ce soit parent ou professeur ou accompagnant, si délicat, c'est que ça nous demande de nous poser la question, est-ce que nous-mêmes on est libre avec notre propre enfant, hein? Quand ma fille, à 7 ans, la première fois, m'a dit « Papa, je me suis disputé à l'école, et puis la maîtresse m'a grondé, etc. » J'ai senti une colère, pas de ce qui lui était arrivé, hein, de ce qui lui était arrivé, qui rentrait en résonance avec les propres blessures, qui étaient plus ou moins apaisées. C'est ça qui se passe, hein. Et la difficulté d'être parent ou d'accompagner, ça va être d'être relativement fluide par rapport à cet enfant qu'on a été, qui est toujours en nous, hein. Pour moi, on n'est jamais seul. Quand je suis sur la scène, il y a 3 personnes qui tiennent le micro, au moins, hein. Mais je vous rassure, vous êtes au moins 3 sous la perruque chacun, hein. Le premier, c'est le maître en nous. La partie de nous qui sait, la partie de nous qui a une vision, la partie de nous qui est illuminée et qui a 0 peur, parce qu'il est connecté à la source, hein. C'est la partie de nous qui vient d'un espace non duel, hein. C'est notre âme, c'est voilà, c'est la partie de nous la plus ancienne, la partie de nous qui sait. Vous savez, cette partie qui, dans les situations, des fois, nous dit « Tu devrais faire ça, fais ça. Hein. C'est bon, ça, pour moi ? Non, 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 ça, c'est pas bon pour toi. Ça, tu peux le faire. » Est-ce que quelqu'un ne voit pas du tout de quoi je parle, hein? Non. Alors, ça veut dire qu'on est tous connectés à un endroit, à notre âme, à notre maître intérieur, peu importe le mot qu'on lui met. Le tout, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a une autre personnalité qui va se manifester, celui que j'appelle l'enfant blessé, la partie de nous, mémoire de toutes les blessures, depuis... Alors, certains disent depuis la conception, moi je remonte un peu avant, hein, mais mémoire de toutes les blessures depuis l'avant jusqu'en gros l'adolescence, le moment où tout est mémoire d'abandon, mémoire de trahison, mémoire de rejet, mémoire d'humiliation et mémoire de blessures physiques. Toutes ces blessures qui nous ont fait croire « je ne suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne ». Que ça nous vienne de nous, ou que ça vienne de la psychogénéalogie, ou pour ceux qui y croient que ça vienne de vie passée, en tout cas un héritage qu'on va avoir avec nous. Premier moi, le moi supérieur, le maître intérieur, l'âme. Deuxième moi, l'enfant blessé. Et troisième moi, c'est l'adulte, hein, en nous, qui va écouter l'un et écouter l'autre, et qui va donner la parole à l'un ou à l'autre en fonction. Si je donne la parole au maître, alors à ce moment-là, je suis libre. Et je peux être dans ma mission de vie, je peux être dans ma mission d'âme. J'organise beaucoup de stages pour des gens qui cherchent leur mission d'âme, parce que je travaille beaucoup avec les adultes, et notamment dans la communication, notamment dans retrouver sa mission d'âme, se reconnecter, etc. Et toujours, j'ai la même chose, j'ai des adultes qui me disent, voilà, c'est comme si on avait perdu le fil, quelque chose a été coupé, et on veut retrouver ce fil de notre essence que l'enfant avait. Hein, que l'enfant avait. Et cette coupure, qu'est-ce qu'elle engendre ? Elle engendre le manque de confiance et le manque d'estime. Or, tout ce qui concerne l'éducation s'appuie, se construit sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Je vais faire très simple ce soir, parce que pour moi, tout ça, c'est très simple. Les fondations de l'éducation, c'est permettre à l'enfant de maintenir en lui une confiance en lui et une estime de lui. Comment ? Chacun son boulot. Je suis sûr que vous avez autant d'outils que je peux en avoir.
autant de perceptions que vous pouvez en avoir, mais permettre à l'enfant d'entretenir ce feu qui se nourrit par la confiance en soi, l'estime de soi. Quand je suis sur la conférence, je pourrais dire, il y a 3 en moi, il y a le maître en moi qui va dire, ok, tu connais ton sujet, vas-y. Il y a l'enfant qui se dit, attends, il n'y a que des spécialistes, il y a beaucoup de professionnels, qu'est-ce que tu vas les ennuyer, ils connaissent déjà tout ça par cœur. Et il y a l'homme qui dit, ne raconte que ton expérience, que ce dont tu as vécu, et comme ça, il y a un échange qui va pouvoir se faire. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est tous les 3 tout le temps. Et quand je suis, par exemple, avec un enfant, parce que j'anime une classe, parce que j'anime un groupe, ou parce que simplement je suis avec mes enfants, il y a les 3 qui sont en nous. Il y a le maître en nous qui se dit « Ok, je sens que c'est bien, par exemple, de transmettre ça aux enfants. Hein. » Il y a l'enfant qui se dit « Mais de toute façon, ce n'est pas la peine, on ne va pas y arriver, etc. Hein. » Et il y a l'adulte qui va faire la part des choses, qui va développer le discernement pour reconnaître l'un de l'autre. C'est pourquoi l'accompagnement va nous demander nous-mêmes d'être dans notre trinité, la trinité du corps, la trinité du cœur, et la trinité de l'esprit. Trinité, être dans son corps, c'est-à-dire être présent dans le corps. Alors, ce qui est magnifique, c'est que les enfants viennent au monde avec ce capital magnifique qui est la confiance et l'estime de soi. Aucun enfant, sinon, n'y survivrait. Vous imaginez un enfant qui... attends, le lait qu'elle m'a donné, ma mère, là, il n'est pas très digeste, j'ai envie de rôter, mais en même temps, j'ai un peu peur de la vexer, comme elle a passé du temps... Là, j'ai un peu envie de pleurer parce qu'il est 2h du matin et je fais une insomnie. Mais comme ma mère, elle est fatiguée, donc je ne vais pas dormir. L'enfant, il a 1 an et demi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'écoute de ses besoins complètement. Donc, il est présent dans son corps, complètement connecté à son corps. Et il utilise son corps comme un radar parce que le corps sait ce qui est bon pour lui. Et donc, l'enfant, naturellement, est à l'écoute de ce qui est bon pour lui. Il le sait. La Trinité... Deuxième centre, le cœur. Le cœur qui est ouvert ou qui est fermé. Et longtemps, j'ai cru que c'est les circonstances extérieures qui ouvraient le cœur, avant de comprendre que plus on avait le cœur ouvert, plus on attirait à nous des circonstances extérieures favorables. Donc, avoir le cœur ouvert. Et le 3e centre, l'esprit, être connecté. Et l'enfant vient au monde avec ce lien complet avec la Trinité. Ce qui se passe, c'est que les parents, les éducateurs, vont assez vite, alors que l'enfant naît dans cette entièreté, assez vite lui dire « T'as fait ça, c'est bien. T'as fait ça, c'est mal. Hein. Fais ça pour être poli, sois bonjour, sois poli avec la dame, dis bonjour à la dame, fais-lui la bise, la bise. Ok. Et l'enfant, qu'est-ce qui se fait? Il commence à être séparé entre la partie de lui qui sait et la partie de lui qui lui dit « C'est comme ça que tu as intérêt à faire si tu veux recevoir l'affection, la sécurité, etc. » Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il commence à se manipuler, naturellement. Hein. Et donc, il va se couper progressivement de ses besoins fondamentaux, qu'il exprime brut au départ. C'est ce qui fait que, comme nous, souvent, on a été coupé de nos besoins fondamentaux. Parce que, moi, je me rends compte dans les groupes, quand j'accompagne des groupes, bien souvent, quand j'invite les gens à sentir, hein, qu'est-ce que tu ressens? Je sens qu'elle est en colère. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Ah, je sens qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Oui, mais qu'est-ce que tu sens, toi? Ah, ce que je sens. Hein, et ça devient un vrai travail intérieur, simplement de nommer, de dire « je suis triste », je suis en colère, je suis furieux. Première chose, j'écoute ce que dit mon cœur, puis je vais descendre un peu pour savoir à quel besoin ça correspond, et après je vais pouvoir savoir quelle est ma demande pour arriver dans une communication qui soit non violente, ouverte, constructive, positive, quels que soient les mots qu'on dit. Mais en tout cas, retrouver quelque chose de très vivant et de très naturel. Et l'enfant, ce qui se passe, c'est qu'il vient de cet espace de non-dualité. Quand je fais des régressions, quand j'amène les gens à revenir un peu en arrière pour répondre à cette question fondamentale, d'où vient-on, pour mieux comprendre où on va, c'est une méditation magnifique, on revient en arrière et puis on revient à l'enfance, et puis où était-on avant l'enfance et où était-on avant d'être dans le ventre de maman, quelle est la couleur de la neige quand elle fond, où va le blanc quand la neige fond. C'est cette question qui nous amène à revenir à la source. Puisque l'expérience humaine, elle est de faire l'expérience d'un monde duel
alors qu'on vient d'une essence non duelle. L'enfant, au départ, il vient de la matrice, une cellule qui se divise en 2, en 4, en 8, 16, 24, etc. Et puis, au bout d'un moment, un embryon, et puis on va lui donner un nom, mais au départ, il vient complètement de la fusion de, il fait un. Et à un moment donné, on coupe le cordon, à un moment donné, on lui donne le prénom, et l'enfant rentre dans un monde de non-dualité, alors que son âme et son essence est connectée à la non-dualité. Et l'enfant est dans ce paradoxe d'être connecté à son âme, et il a besoin d'y connecter s'il veut rester vivant, et rester un adulte en lien avec son énergie vitale, et en même temps s'adapter à son environnement. Moi, une phrase qui m'a beaucoup accompagné, c'est la phrase d'Aragon qui dit « Quand l'homme étend ses bras, son ombre est celle d'une croix ». Et la croix, elle a 2 axes, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, c'est le lien de nous à nous. Je suis à l'écoute de mes besoins, je suis à l'écoute de ma respiration, je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de mon rythme, etc. C'est l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est mon lien de moi à l'autre. Est-ce que je suis capable d'empathie? Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre, de connecter avec lui? Et cette croix, si vous regardez la croix chrétienne, elle fonctionne sur 3/5, 2/5. Et elle est équilibrée à ce moment-là, comme l'homme, les bras ouverts. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que soit la croix, elle est comme ça, c'est-à-dire un axe vertical hyper puissant, et puis un axe horizontal très léger. Beaucoup d'enfants, justement, sont dans cette relation-là. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça, on ne fait pas ça comme ça, et j'en ai rien à faire, ils ne sont pas contents, tant pis, je pleure, ça ne se fait pas, tant pis, je suis juste à l'écoute de mes besoins, pas du tout à l'écoute de l'autre. Et puis d'autres vont être complètement à l'écoute de l'autre, mais pas du tout à l'écoute d'eux. C'est celui qui va dire attendez, excusez-moi, parce que comme vous êtes assis sur mes lunettes, mais en même temps, je ne veux pas me fâcher avec vous, donc c'est pas grave, je les récupérerai après, mais de toute façon, elles étaient vieilles. Non, mais c'est pas grave, gardez-les, restez, bougez pas. Je veux surtout pas rentrer en conflit avec vous, parce que ce qui est plus important entre le lien avec moi ou le lien avec l'autre, c'est le lien avec l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai coupé le lien avec moi. Et je n'ai pas mes pieds dans la racine, je ne suis pas connecté dans mon axe vertical. Et plus cet axe vertical a été fragilisé, plus je vais vous le compenser par un axe horizontal, donc par la fusion des relations de dépendance, des relations fusionnelles, des relations qui peuvent être toxiques pour les enfants ou pour les adultes. C'est pareil, c'est-à-dire que comme je ne peux pas trouver ma verticalité, je vais trouver mon horizontalité. Le rôle du parent, ça va être d'accompagner l'enfant à être dans son équilibre. Ce qui se passe, c'est que nous, souvent, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on met tout de suite l'enfant dans un axe horizontal avant de le mettre dans un axe vertical. C'est-à-dire, dis bonjour à la dame, sois poli, fais ceci, fais attention, tu n'es pas tout seul. Oui, mais l'enfant, déjà, il ne sait pas qui il est. Je reviens de Mongolie, j'étais en Mongolie, puis je me suis pris une petite claque quand même là-bas. Au niveau de l'éducation, c'était exceptionnel. Il y a assez peu de théorie, mais ça fonctionne par 3 ans. C'est que des cycles de 3 ans. De 0 à 3 ans, l'enfant, il est que l'axe vertical. C'est-à-dire qu'il est porté du matin au soir. On cède à tous ses caprices. Enfin, caprices, pardon, j'enlève le mot. On répond à tous ses besoins. Ouais, chacun ses vieux conditionnements. Donc, on va considérer l'enfant complètement à l'écoute de ses besoins. Il va être porté tout le temps, il va dormir entre les parents, on va lui donner à manger quand il a faim, il va dormir quand il a envie de dormir, il va se promener, puis on va lui donner la main tout le temps, de 0 à 3 ans. C'est un bébé de façon à ce qu'il retrouve sa stabilité. De 3 à 6 ans, on rentre dans le 2e cycle, l'enfant va se rendre compte qu'il peut se mouvoir et qu'il peut commencer à avoir une action à l'extérieur. Donc il va s'intéresser, il va aller voir les poules, il va aller jouer avec ses frères et sœurs, il va passer du temps, il va accompagner son père, voir les chevaux, etc. De 6 à 9, il commence à avoir une action vraiment précise dans la maison. C'est lui qui va aller ramasser les œufs, c'est lui qui va aller avec sa maman tous les matins pour traire les chèvres, c'est lui qui, etc. De 9 à 12, il a suffisamment suivi la maman ou le papa, donc il doit savoir faire tout seul. De 12 à 15, c'est l'autonomie complète. C'est-à-dire que, quand bien même les parents ne seraient pas là, il doit être capable lui-même d'aller chercher des chevaux, d'aller chercher, etc. Et à 15 ans, il est adulte.
C'est-à-dire que moi j'ai vu des enfants, par exemple, qui revenaient de passer 2 jours, 15 ans, seuls au triple galop avec les chevaux parce que les parents les avaient emmenés. Et puis un enfant me disait c'était un peu difficile parce que il y a 6 mois de ça, je suis parti puis je me suis perdu. Il est parti 6 jours. Puis les parents, dans ces cas-là, ils se disent il est perdu, c'est les steppes, c'est très grand, il n'y a pas le GPS, il n'y a pas les SOS, retrouvez-moi, ça n'existe pas. Donc du coup, il y a autre chose, si vous voulez, mais on va dire, il est mature maintenant, c'est à lui de retrouver, il sait se reconnaître, l'Est, le Sud, il sait se reconnaître. Voilà. Donc chez nous, ce qui se passe, c'est que comme on a du mal à suivre ces cycles, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que dès que l'enfant il a des jouets, on lui dit tout de suite il va falloir que tu prêtes. Et l'autre expérience forte que j'ai faite, c'est alors que j'étais dans des steppes en Mongolie, dans des endroits où il n'y a rien. C'est-à-dire quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien voilà, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de jeu électronique, il n'y a pas de jouets même, il n'y a pas de jouets, il y a un bâton, il y a etc. Et je voyais des enfants qui ne s'ennuyaient jamais, qui étaient complètement dans l'être, puisque complètement pleins d'eux-mêmes. L'ennui, c'est quoi? C'est une absence de soi à soi-même. Comme on n'est pas en soi, on a envie de remplir ce vide de soi par quelque chose, par une activité, par l'autre. On va, si je reprends cet axe, moins j'ai été rempli de moi-même, plus j'ai été en manque de moi, plus je vais demander à ce que l'autre me remplisse. Ma maman, mon conjoint, ma compagne, je vais demander qu'ils me remplissent parce que je me sens vide de moi. Et plus l'enfant est plein de lui, plus il est libre. Libre d'être sur cette terre pour la plus belle raison, c'est-à-dire exprimer sa lumière. Parce que je crois qu'il y a vraiment 2 choses qui donnent un sens à être là sur cette terre. La première, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on a d'unique. Qu'est-ce qu'on a de lumineux, notre lumière dont je parlais tout à l'heure. Cette âme, elle est où? Quelle couleur elle a? À quoi elle ressemble? Trouver sa lumière. Quand on a trouvé ça, on a déjà fait un premier pas. Il en reste un deuxième, c'est comment transmettre cette lumière au monde, à travers nos activités, à travers nos relations, à travers notre quotidien, comment transmettre cette lumière au monde. Mais si on n'a pas identifié notre lumière, parce que les parents ont dit de toute façon, toi, ceci, de toute façon, tu n'es pas capable, de toute façon, l'enfant se nécrose en étant coupé de sa lumière, et donc il va la remplir avec tout un tas d'autres choses. Mais plus il est conscient de sa lumière, plus il va pouvoir rayonner. Moi, quand je suis arrivé sur cette terre, ça fait 54 ans, j'étais 7e d'une famille de 8, avec en général 1 an et demi d'intervalle, vous savez, entre les derniers. Donc assez vite, je me suis dit, tiens, c'est pas certain que j'étais complètement désiré, complètement, etc. Puisque 7e d'une famille de 8 avec 1 an et demi de décalage, en général, on s'interroge, quoi. Puis, voilà. Peut-être. Donc ça va demander à faire justement Et la première chose que j'ai eu besoin d'apprendre à faire, c'est trouver ma place. Surtout avec cette frère et sœur qui prenaient de la place. Et trouver ma place en voyant ce que j'avais d'unique. Et c'est très intéressant parce qu'à l'école, par exemple, je regardais les enseignants et puis l'histoire, ça ne m'intéressait pas. Les maths, ça m'emmerdait. Le français, je comprenais, ça ne m'intéressait pas comme ça. Les sciences nat, je ne comprenais rien. En revanche, il y a un truc qui m'intéressait vraiment, c'est le comportement des profs. Quand je voyais un prof arriver, je me disais, tiens, c'est étonnant, celui-là, il a d'autorité, celui-là, il n'en a pas. Tiens, c'est drôle, celle-là, elle a une voix très perchée, celui-là, il a une voix plus basse. Tiens, celui-là, il a été... Donc je regardais ça, mais ça me passionnait. Je me disais, c'est vraiment intéressant. Donc je prenais des notes, j'avais fait des notes à la fin de chaque cours sur chaque professeur, comment il s'habillait. Chacun son truc, c'est ça qui me nourrissait profondément. Il se trouve que ce n'est pas une matière scolaire. Donc du coup, à l'âge de 15 ans, j'ai rejoint le rang de ceux qu'on met dehors de l'école à coups de pied dans le derrière, en disant, on va voir là-bas si j'y suis. Et ce que j'avais de plus à travailler, c'est de la confiance. Parce que je manquais terriblement de confiance en moi. En plus, j'avais un cheveu sur la langue qui faisait que j'articulais sensiblement comme ça. Et j'étais incapable de regarder les gens dans les yeux parce que dès qu'on me demandait mon avis, je rougissais, je bégayais. Et je manquais tellement de confiance en moi, tellement je m'étais pris de coups que je me suis dit, il va falloir aller de là à là. Et puis j'ai un copain qui m'avait dit, écoute, il y a quelque chose qui pourrait te faire du bien, c'est le théâtre. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça va être intéressant. Et j'ai commencé le théâtre quand mes parents en fait m'ont dit, bon bah maintenant que tu arrêtes l'école après la 3e, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Spontanément, j'ai répondu du théâtre. Et eux, c'était pas du tout leur rayon, mais ils ont eu l'intelligence de me répondre, on peut pas t'aider,
sur ce terrain-là parce qu'on ne connaît pas. En revanche, tant que tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, hein, tu devrais réussir ton métier. Et je leur sais gré des années après d'avoir eu cette phrase-là. S'ils m'avaient dit, hein, passe ton bac d'abord ou fais ceci à bord, et si ce n'est pas un métier, il y aurait sûrement eu quelque chose de cassé dans l'œuf. Or là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé naturellement quelque chose qui m'accompagnait, c'est-à-dire le comportement. Donc du coup, j'en ai fait mon métier. J'ai été comédien, puis metteur en scène, j'ai dirigé un théâtre. Et puis je me suis rendu compte, alors que j'animais des sessions, que je me mettais en scène les gens sur la scène, je me disais, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil en fait. On crée notre personnalité comme l'acteur au théâtre. L'acteur, comment il travaille? On lui dit, voilà, tu vas mettre un costume, puis en fonction du costume qu'il a, il va avoir une posture, il va avoir telle voix, il va avoir tel comportement. Et donc, l'acteur crée son personnage. Et je voyais sur les scènes de théâtre des acteurs qui, en changeant de personnage, devenaient quelqu'un de complètement différent. Et un jour, je me suis dit, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On construit notre personnalité à partir de ce qu'on nous a dit qu'on était. Si je t'ai dit, de toute façon, toi, tu es quelqu'un de très créatif, hein, tu es quelqu'un de très imaginatif, et puis ce que j'aime chez toi, c'est ce côté, justement, créatif, poète. Tu as l'art, ben, la personne va le croire. Hein. Comme au théâtre, l'acteur croit son rôle. Ce qui se passe, c'est que souvent, à la fin de la représentation, l'acteur, il enlève son masque. Nous, dans la vie de tous les jours, il nous colle. Et on se définit aujourd'hui à partir de tout ce qu'on a pu entendre, hein, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu es comme ci, tu es comme ça, qui nous colle à la peau. Quand j'accompagne les parents en disant « arrête de dire tu es maladroit », hein, parce que l'enfant, une fois qu'on lui a dit 4 fois tu es maladroit, bah, il se dit « clac, je vais tomber le verre, hein, bah, hein, je suis maladroit ». Non, mais il a 2 bras gauches. Hein, non, mais c'est dans ses gènes. Hein. Toutes ces phrases qui sont collées et qui créent un personnage, mais qui l'engluent, le personnage. Hein. Moi, j'ai terminé l'école à 14 ans, je faisais une faute d'orthographe tous les 3 mots. Hein, j'étais incapable de savoir, si on me disait allumette, je me disais alors, un L, 2 M, comment on peut faire pour savoir c'est quoi la logique de ça. Hein. Pourquoi? Parce que quand j'avais 8 ans, on m'avait épinglé, j'avais eu un 0 en dictée, on m'avait épinglé le 0 et j'avais dû rentrer dans toutes les salles de classe pour dire « je m'appelle Arnaud, j'ai 0, je suis un 0 ». Et c'était des méthodes alternatives d'un autre siècle. Mais ce qui est terrible dans ça, c'est que moi je l'ai cru, hein, puisque ça venait d'un référent, c'est-à-dire d'un adulte qui a l'autorité. Je l'ai cru. Et donc, du coup, j'ai écouté tout ça. Aujourd'hui, je réussis à écrire des livres sans faute d'orthographe. Pourquoi? Parce que j'ai changé les programmes. Simplement, j'ai changé ces programmes. De la même façon que l'acteur crée son rôle au théâtre, j'ai créé mon personnage en disant, voilà, je suis capable aujourd'hui, je mérite. Hein, Et toutes ces phrases limitantes, hein, pour moi, il y en a essentiellement 3. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, et je ne suis pas digne. Hein. Et ça, c'est 3 phrases qui sont assénées pendant des années. Tu n'es pas capable, tu ne mérites pas, tu n'es pas digne, par des parents, par des enseignants, par des professionnels qui ont été frustrés à un moment donné ou qui ne sont pas eux-mêmes dans leur lumière, parce que c'est impossible de transmettre la lumière à quelqu'un si nous-mêmes on ne l'est pas. Hein. Mais ces phrases-là vont être destructrices parce que l'enfant va y croire, et plus ça vient d'un modèle d'autorité, plus ça va être fort et plus il va y croire. Et notre rôle, ça va être de déprogrammer ça pour reprogrammer d'autres phrases. Hein, de la même façon qu'au théâtre, l'acteur va s'entraîner à dire je suis un prince, je suis un, etc. Pour y croire, pour l'incarner dans ces 3 corps, le corps physique, le cœur et l'esprit. Hein, quand il est dans les 3, à ce moment-là, il l'incarne. C'est pour ça qu'on tape les 3 coups au théâtre, on invite la personne à s'incarner. L'enfant, c'est pareil. Pour vous prendre un exemple, dernièrement je propose à ma compagne, je dis tiens, on va partir une semaine en vacances. J'avais eu une année qui était très bien chargée, donc du coup j'ai proposé à ma compagne, je dis on va partir un peu en vacances et puis on va se prendre une semaine. Puis ma compagne est pianiste, donc il faut qu'il y ait un piano à queue quand on part en vacances, c'est pas toujours pratique. Et puis j'emmène ma fille, et puis ma fille, elle avait envie d'aller à qu'il y ait une piscine et puis qu'il y ait la mer pas loin. Donc nous voilà à chercher une propriété au bord de mer, près de Saint-Raphaël, là-bas. Et puis je trouve une propriété magnifique, très très belle, superbe, avec une grande piscine à débordement, magnifique, super.
Au moment de faire le chèque, je me dis, waouh, quand même, ça coûte un bras. Hein. Et j'arrive sur place. Au moment de me jeter dans la piscine, je dis, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'entends l'enfant en moi qui se dit, ben, je ne mérite pas. Hein, je ne mérite pas d'aller dans l'eau. Qu'est-ce que... Hein, comme s'il y avait cette programmation. Et je dis à ma compagne, j'ai besoin de reprogrammer ça pour retrouver, mais ça se passe comme ça tout le temps. Hein, et donc je reprogramme en disant, voilà, je remercie l'univers de m'offrir l'abondance. Hein, et je suis digne de vivre dans l'abondance et de vivre dans le plaisir et de m'amuser en faisant un métier que j'aime. Et là, je plonge dans l'eau, je m'amuse. Un quart d'heure après, le téléphone sonne. C'est une entreprise qui me propose une intervention et qui me propose pour une journée d'intervention à 10 € près le prix de la semaine de... Et comme ma vie, c'est ça tout le temps maintenant, parce que plus je reprogramme et plus j'attire à moi quelque chose qui me ressemble. Parce que pour les chamans, j'ai passé 15 ans de ma vie avec, je ne raconte pas tout, mais j'ai passé 15 ans de ma vie avec les chamans, mais pour les chamans, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Autrement dit, tout ce qui nous arrive à l'extérieur de nous-mêmes, on va d'abord le créer par nos croyances. Hein. Si je veux rencontrer un homme ou une femme dans ma vie, je vais déjà avoir besoin de clarifier l'image que j'ai de l'homme ou de la femme. Hein, je me souviens de cette amie, quand j'allais chez elle, elle avait dans sa chambre l'image d'une femme seule et triste. Dans son séjour, une femme triste et seule. Hein, et dans sa salle de bain, un clown triste. Et elle me disait, de toute façon, les mecs, ils ne savent pas s'engager. Je dis, ouais, je comprends, mais... s'engageront pas, là, parce que c'est pas l'homme, c'est la représentation que tu as de l'homme. Et toutes ces phrases qui ont été balancées, qui nous ont fait croire que... Donc on a un véritable travail de reprogrammation pour nous, et pour pouvoir accompagner nos enfants, puisque je crois qu'on a tous en commun cette intention-là, c'est de permettre à nos enfants qu'ils soient eux-mêmes dans leur propre rayonnement. La question, c'est comment permettre à nos enfants d'être dans leur rayonnement si nous-mêmes, on ne s'autorise pas à être dans le nôtre. Et c'est pour ça que commencer à prendre soin de soi, apaiser l'enfant qu'on a été, quand je vous racontais l'histoire de la salle de bain, de l'inondation, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai invité l'enfant que j'avais été, hein, celui qui était déçu, parce qu'il disait, j'avais une belle maison, elle était toute belle, elle était toute magnifique, d'un seul coup c'est une ruine. Je l'ai pris dans mes bras en disant, ouais, t'es triste, t'as de la colère, tu as tout arrangé ta maison pour qu'elle soit magnifique, et puis t'étais sur le point de la vendre, et d'un seul coup t'as tout qui s'effondre. Viens mon chouchou, je te prends dans les bras avec toute mon affection, pour permettre à ce que cette émotion s'exprime. Hein, puisque si elle ne s'exprime pas, encore une fois, elle s'imprime. Moi, j'ai fait un ulcère à l'estomac à 24, j'en ai fait un deuxième à 26. Je me suis dit que j'en ferais pas un troisième. Donc, j'ai appris à écouter cet enfant blessé. Et écouter cet enfant blessé, c'est déjà retrouver notre alignement et retrouver notre Trinité. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques minutes. On est dans le tempo déjà, c'est ça? C'est ça. C'est pas le temps qui passe, c'est nous, paraît-il. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour échanger quelques questions. Ça va? Ça se passe bien? Merci, pardon, c'est moi qui prends une minute pour noter. Une question? Ouais. D'abord, merci pour tout ce discours qui vient clôturer en fait ces 2 jours que j'ai passés là avec le message un peu flou que j'avais récupéré de mon enfant intérieur hier matin et qui finalement est parfaitement à sa place et juste là ce soir avec vous. Néanmoins, subsiste une question qui est, bien sûr, je suis sur le chemin, je vais en faire mon métier, etc., de la reconnexion avec l'enfant intérieur, parce qu'en fait, on a tous notre propre enfant qui est encore en nous. Mais guérir les blessures, par quel moyen, en fait? On a combien de temps pour répondre? Souvent, on va attendre d'être complètement guéri pour se dire, OK, je vais attendre de guérir mes blessures pour commencer à aider. Et si on regarde, si par exemple, je vous invite à prononcer cette phrase-là, j'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai pas guéri ma blessure. Hein. Regardez ce qui se passe si vous prononcez intérieurement cette phrase-là. J'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai pas guéri mes blessures. Maintenant, dites-vous, quand j'aurai guéri mes blessures, je pourrai aider. Hein? Regardez ce qui se passe. Et maintenant, ce qui se passe
au présent, c'est-à-dire je peux aider puisque je suis en train déjà de guérir mes blessures. Et vous sentez, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le présent et le futur, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, nous et les autres. Donc dès qu'on affirme quelque chose au présent, ça s'incarne. Oui. Oui, question suivante. C'est une histoire aussi de visualisation positive et de synchronicité au final aussi. C'est que tout ce qui arrive, quand on est aligné. Tout ce qui arrive dans le monde visible, ça a besoin d'arriver dans le monde invisible. Nous ne sommes pas séparés de la source. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment appris avec les chamans, c'est que nous ne sommes pas séparés de la source. Les 5 éléments, la terre, le feu, le vent, l'air, l'espace, qu'on trouve dans la forêt, qu'on trouve partout, ils sont en nous. Nous sommes le feu, nous sommes le vent, nous sommes la terre. Quand je parle de quelqu'un, c'est de moi que je parle. Quand je montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui me montrent moi-même. Et c'est ce qui fait que quand je parle, par exemple, quelqu'un dit « c'est cette personne-là, tu sais ce qu'il m'a fait? Il me dit ça. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire parce qu'il me dit ça. Et tu sais ce qu'il... C'est un manipulateur. C'est un pervers narcissique. Tu sais, il me manipule à l'endroit où moi-même, je veux bien être manipulé. Mais quand je parle de l'autre, c'est de moi-même. Et plus moi-même, je suis en paix, plus je vais attirer à moi la paix autour de moi, des relations paisibles et des situations paisibles. J'ai eu un cabinet pendant une vingtaine d'années à Paris, et puis j'avais des parents qui venaient me voir toujours en me disant il y a un problème avec lui, parce que mon enfant il passe sa vie sur les jeux vidéo, ou parce qu'il passe, etc. Comme si l'enfant pouvait être un problème seul. Donc je regardais toujours la relation en disant tiens, qu'est-ce qui se passe, mon enfant est agressif, il crie toujours, il hurle. Ah oui, et quand il parle doucement, il est entendu. Parce que spontanément, on n'a pas le besoin d'hurler si on est entendu. Donc on est toujours connecté dans la relation, on est deux. C'est impossible de dire l'autre est. Non, l'autre est par rapport à nous. Oui, il y avait une autre question quelque part. Oui, vous avez parlé pendant à peu près 40 minutes et j'ai eu l'impression de n'entendre que l'introduction finalement. Vous parlez de reprogrammer les mauvais schémas de son enfance. Est-ce que c'est quelque chose qui demande un travail profond, qui dure un certain temps, ou bien est-ce qu'il existe des petites clés un peu magiques? On se retrouve dans une situation, on se dit c'est quoi encore ce mauvais truc? Et puis voilà, on peut faire quelque chose et on se reprogramme facilement un peu dans l'instant. Alors, je suis un peu gêné pour vous répondre parce que ça me ferait prendre cette place de celui qui le sait. Et si vous croyez que ça peut se faire en un claquement de doigts, ça se fera en un claquement de doigts. Et si vous croyez que vous avez besoin de 10 ans, il vous faudra 10 ans. Et je me garderai bien de dire, moi je peux vous parler juste de mon chemin, moi ça fait 25 ans que je me remets en question, que je fais ce travail sur moi. Mais je vois aujourd'hui des jeunes qui ont 17, 18 ans, qui d'un seul coup claquent des doigts et font quelque chose. Donc il n'y a pas... Et je crois aussi que le monde est dans une telle évolution, j'en ai pas parlé, mais ce qu'on vit, ce n'est pas du tout une crise, c'est une grande mutation. Une crise, on a une crise de foi, et puis on va voir le médecin et on se retrouve comme on était avant. Là, on ne vit pas du tout ça. Le monde est en pleine transformation. Et comme nous sommes connectés tous les uns aux autres, nous sommes nous-mêmes en pleine transformation. Moi, ce que je faisais en stage, où j'avais besoin de 25 jours de stage il y a 10 ans, aujourd'hui, en un week-end, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à une vraie transformation. Et je vois aujourd'hui des parents qui souvenez-vous, il y a peut-être 40 ans, je crois, Le bébé est une personne, ce documentaire magnifique, c'était il y a 40 ans, où d'un seul coup, une femme se disait, une journaliste disait, ça y est, on vient de comprendre qu'en fait, le bébé, c'est pas qu'un tube digestif, il a peut-être des sensations et des sentiments et des émotions. C'est il y a 40 ans, c'est pas il y a 5 siècles. Donc, si vous regardez tout ce qui s'est fait, tout ce qu'on peut évoquer aujourd'hui, tout ce qu'on a compris de la psychologie de l'enfant, des neurosciences, de neuroplasticité, de tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, qui était inaccessible pour nos arrière-grands-pères. Donc, il y a quelque chose qui va tellement vite. Moi, je peux vous dire, pour moi, ça m'a pris 25 ans pour pouvoir me dire, ok, il y a quelque chose qui est apaisé et je peux continuer à marcher toujours. Mais ça va. D'autres, ça peut se faire en 3 week-ends. Merci. Question suivante. Pas de questions? Non, là, vous... Ouais. Là, quand même, là, j'aurais du mal à le croire.
On va tous rentrer chez nous là, avec plein de choses hyper positives. On est tous reboostés à fond et on a envie de changer le monde et d'être un meilleur parent, un meilleur prof. Et on va aussi être confronté à tous ceux qui sont vraiment loin de ce changement, justement. Et je ne sais pas si c'est une question. En tout cas, je sais que ça va être dur. Enfin, moi, je vais sortir de ce week-end vraiment enrichie et voilà. Mais j'ai un peu peur parce que je sais que je vais aussi me confronter à des personnes. J'ai pas envie de passer des heures à les convaincre de quelque chose qui sont peut-être pas prêts à entendre et puis je suis peut-être pas la meilleure pour le faire, mais voilà, je sais que voilà, c'est ça. Et si c'était pas votre job de les convaincre? Parce que changer l'autre, moi j'ai passé des années à vouloir changer les autres. Mais je me suis rendu compte que c'était juste pas possible. Pour changer les gens, il y a besoin d'une condition, c'est qu'ils soient en demande. S'il n'y a pas en demande, il n'y a pas possible. Maintenant, si vous changez vous-même, si vous devenez plus doux avec vous. Alors il y a une chose qui me tient à cœur aussi, c'est que vous avez entendu beaucoup de choses sur les parents, l'éducation, etc. Je ne voudrais surtout pas que vous repartiez avec la culpabilité, se disant, eh ben, j'ai tiré l'oreille de mon fils, etc. On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux. Ça, c'est vraiment important pour moi de vous dire ça. On a fait de notre mieux, on a fait des conneries. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il y a des choses, on était au bout de nous-mêmes, on a fait de notre mieux. Et c'est très important pour moi de ne laisser sur cette terre aucune trace de notre souffrance et du jugement qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes. Il y a un mythe qui existe, c'est le mythe de l'enfant modèle, qui nous fait croire que l'enfant modèle, c'est l'enfant qui est toujours joyeux, il se réveille le matin, il fait son lit, il prépare son petit déjeuner, il part en chantant à l'école, et puis il revient et il écoute ce que dit sa maman, ce que dit son papa, et puis il va ensuite jouer avec ses petits camarades en prêtant ses jouets, et puis quand la maman lui dit va te coucher, il dit oui maman, au revoir maman, il va se coucher. Cet enfant, il a juste une faiblesse, c'est qu'il n'existe pas. Et de la même façon, il y a un autre mythe, c'est le mythe du parent modèle qui est disponible dès 8h du matin ou dès 6h du matin pour préparer le petit déjeuner des enfants avec des céréales et un grand sourire, qui prépare la table, qui a le temps tout en allant travailler 8 heures par jour de préparer des tartes au quetch et d'organiser des goûters pour les anniversaires. Ce parent n'a qu'une fragilité, c'est qu'il n'existe pas. Nous sommes sur un terrain d'expérience. J'aime cette phrase d'Osho qui dit « La vie n'est pas un problème à régler, c'est un mystère à explorer ». Et longtemps, moi j'ai eu des parents qui venaient me voir en me disant « Voilà, il y a un problème, comment on peut trouver la solution ?» Non, il y a un défi qui nous est donné. Des fois, je rencontre effectivement des parents qui sont avec des enfants hyperactifs, des familles qui ont 4 enfants, qui se crient dessus. Il y a un vrai job. C'est un sacré boulot, c'est un sacré job, les parents, vraiment. Et je vous tire mon chapeau à chacun, et encore plus si vous en faites votre métier. C'est un vrai job. Donc, une chose après l'autre, et beaucoup de bienveillance pour vous. Et si vous-même, vous changez quelque chose en vous, si vous êtes plus doux avec l'enfant que vous avez été, naturellement, vous allez dégager plus de paix. Dans un premier temps, on devient souvent, je dis ça en conférence, on me dit, mais tu pousses les gens à être égocentriques. Oui, dans un premier temps. Quand on est égocentrique, à un moment donné, on va bien, on est serein, et puis quand on a été égocentrique, on peut après devenir ethnocentrique, s'occuper de nos enfants, de notre famille. Puis quand on a été ethnocentrique et que tout va bien, on peut devenir mondocentrique. Mais on ne peut pas s'occuper de l'autre si on ne s'est pas occupé de soi. On ne peut pas rassurer un enfant si on est inquiet, et on ne peut pas être tendre avec un enfant si on est dur avec nous-mêmes. Donc la première enfant dont on a besoin de s'occuper, c'est l'enfant qu'on a été. Mais je vous invite, s'il n'y a pas de questions, de terminer sur une méditation par rapport à ça. Ça vous va ? Alors, je vous invite à être juste présent ici et maintenant, et juste présent dans votre corps. Juste sentir le contact du sol sous les pieds, sentir le contact du bassin sur la chaise, et être attentif à toutes les sensations que vous pouvez avoir, de chaud, de froid, de picotement, de tension, de détente. Juste tourner l'attention vers l'intérieur.
Méditer, c'est être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur. Puis quelques mouvements de bassin, juste pour sentir, surtout si vous avez été assis longtemps dans la journée, de sentir votre colonne vertébrale et de sentir cette colonne droite. Droite parce que si votre colonne physique est droite, vous allez être aligné dans votre vie. Et soyez présent dans vos épaules, dans vos mains, dans vos bras. Et soyez présent à votre respiration. J'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. Soyez présent à votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, visualisez que vous inspirez comme une belle lumière blanche qui vous appelle et vous sécurise. Et quand vous expirez comme une fumée noire. Quand vous inspirez, vous recevez tout ce dont vous avez besoin, la confiance, la paix, la joie. Et quand vous expirez tout ce qui vous encombre. Les peurs, les doutes, la culpabilité, la honte, tout ce qui nous ennuie. Et à chaque inspiration, vous sentez vos poumons de plus en plus lumineux, de vous nourrir de toutes les qualités dont vous avez besoin. Et sur l'expiration, vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre. Visualisez derrière vous comme le maître intérieur, comme votre âme, la partie de vous qui a confiance, qui est sécurisée, qui pose sur vos épaules un manteau de lumière bleue, et visualisez derrière vous, dans leur forme la plus apaisée et la plus lumineuse, vos deux parents. Mettez-les un peu loin s'ils ont été, si la relation est sensible, en mettant votre maman à votre gauche et votre papa à votre droite. Et mettez derrière eux leurs parents et leurs grands-parents, toutes les femmes sur votre gauche et tous les hommes sur votre droite. Toutes ces femmes qui ont porté la vie, toutes ces femmes qui ont été enceintes, qui ont été rencontrées par le doute, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Toutes ces femmes qui ont donné la vie, qui ont mis au monde, et laissez les génération après génération. Et sur votre droite, tous les hommes, votre père, grand-père, arrière-grand-père, tous ces hommes qui ont fait de leur mieux pour sécuriser, accompagner, apporter de l'affection, encadrer, éduquer. Et remonter génération après génération, depuis le Moyen-Âge et depuis les premiers hommes même peut-être. Et remonter jusqu'à la source pour visualiser la plus belle lumière qui traverse toute votre lignée et qui vous nourrit à travers tous ces êtres dont nous sommes issus. Et visualisez devant vous, assis sur votre giron, l'enfant que vous avez été. Visualisez le moment où il a été le plus sensible, à quel âge, et cet enfant est assis dans votre giron, il est sécurisé par votre présence. Et vous pouvez simplement poser votre main sur votre abdomen et ça le sécurise instantanément, ça l'apaise et ça le nourrit. Et visualisez devant vous vos enfants, si vous en avez. Et peut-être, si vous êtes grand-mère, grand-père, les enfants de vos enfants, présents et à venir. En visualisant que vous laissez passer l'énergie de la vie, que vous faites de votre mieux, que vous transmettez simplement l'amour, la confiance, que la vie est une belle expérience. Pas toujours confortable, mais qu'elle reste une belle expérience. Et soyez comme un canal de lumière qui se laisse traverser et qui transmet à son tour. Et pour terminer, on va prendre une grande inspiration et chanter le son A en visualisant qu'on harmonise à la fois notre passé, notre présent, notre futur. Voilà, je vous invite à ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle. Nous sommes sur cette terre pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle.
Et parmi les plus beaux terrains de jeu et d'expérimentation, il y en a une que nous partageons tous et que nous partageons particulièrement aujourd'hui, et c'est l'éducation. Merci de votre présence. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.